Élections municipales, le grand entretien, RCF, Club de la presse Méditerranée. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien RCF, Club de la presse, en compagnie aujourd'hui d'Éric Ciotti. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission. Nous sommes à la veille quasiment, ça y est, du second tour des élections municipales à Nice et qui a d'ailleurs été suivie non pas localement mais même nationalement. C'est une bataille pour Nice qui a beaucoup fait parler et on a décidé à RCF et au Club de la presse de s'intéresser au programme des candidats et on a décidé aussi de vous proposer quelques thématiques particulières. Bien que parfois certaines soient liées à la métropole Nice-Côte d'Azur, mais c'est aussi un enjeu puisque la question du tramway, par exemple, a beaucoup été abordée. Alors justement, on va parler projet et on va commencer par parler non pas de transport, ce sera en deuxième partie, mais de pouvoir d'achat pour démarrer, Monsieur Ciotti. Quel est votre programme justement pour les Niçois en termes de pouvoir d'achat ? Vous avez une première mesure qui sera dans les premières heures, premiers jours ? Dès les premiers jours, nous baisserons massivement les impôts locaux, la taxe foncière qui pèse sur les propriétaires niçois, mais aussi indirectement sur les locataires, qui pèse également sur les commerces, sur les locaux qui abritent des professions libérales. Vous le savez, du fait de sa mauvaise gestion, Christian Estrosi a été contraint à augmenter une énième fois les impôts en 2024. Une augmentation de près de 25% et de 19,2% très exactement du taux communal de la taxe foncière. Eh bien, si les Niçois et les Niçoises nous font confiance dimanche, je convoquerai dès les premières heures après mon élection un conseil municipal pour voter un nouveau budget qui effacera cette augmentation et qui ramènera la fiscalité locale au niveau de 2023. Donc, nous reviendrons au taux de taxe foncière de 2023. C'est une mesure qui redonnera 40 millions d'euros, presque un peu plus, de pouvoir d'achat aux Niçoises et aux Niçois. Je souhaite que l'on revienne également sur tout le mandat, sur les augmentations massives et systématiques qui ont concerné tous les services publics. L'eau, qui a augmenté de 50% au cours des dernières années, les transports qui ont augmenté de 70%, le prix des recharges sur les bornes électriques a augmenté de 1000%, le prix du stationnement qui est parmi les plus élevés de France, juste après Paris, les prix des forfaits stationnement, enfin en gros des PV qui aujourd'hui c'est un véritable racket pour les Niçoises et les Niçois. Donc nous aurons aussi une mesure pour nos retraités, pour tous ceux qui au-delà de 65 ans verront les transports en commun gratuits. C'est une mesure forte. Et nous mettrons également en œuvre le retour au ticket à 1 euro lorsqu'on achètera un carnet de 10 tickets. Voyages, oui. Au lieu de payer aujourd'hui, il y a eu une augmentation qui fait qu'ils aient payé 17 euros pour les 10 voyages. Nous reviendrons à 10 euros, ce qui fait 1 euro par ticket. Comment vous allez financer ces annonces sur le pouvoir d'achat ? Est-ce qu'il y a des postes de dépenses dans la mairie actuelle que vous allez réduire ? Nous allons d'abord gommer tous les gaspillages. Et ils sont innombrables de la part de cette municipalité qui a dérivé d'un système qui aujourd'hui vit sur le dos des Niçoises et des Niçois. Je fermerai immédiatement le siège de la métropole à Paris. C'est un engagement fort. Je mettrai également un terme aux dérives de dépenses de communication effrénées de plusieurs millions, voire peut-être plusieurs dizaines de millions d'euros. Nous recenserons tous les collaborateurs politiques dont la seule fonction est de faire de la politique politicienne. Je sais qu'il y a par exemple une personne au cabinet du maire dont la seule mission, et qui gagne presque 10 000 euros net par mois, est de m'attaquer. C'est sa seule mission. Donc tout cela
ce sont des pratiques à laquelle nous mettrons un terme. Il n'y aura plus de frais de représentation pour le président de la métropole. Donc nous ferons des économies. Nous gérerons mieux l'argent public. Ce n'est pas un choix, c'est un devoir. C'est une exigence. Voilà. Nous ramènerons les dépenses de la ville à un niveau raisonnable. C'est pour cela que ma première mesure sera la baisse de la fiscalité. Parce que vous savez, quand on dit « oui, on baissera dans le mandat les impôts, mais d'abord on réduira les dépenses ». Les dépenses, on les réduit jamais et donc on ne réduit pas les impôts. Donc moi, je commence par réduire les impôts. Ça rendra obligatoire la diminution des dépenses. On fait le chemin inverse. C'est le chemin du bon sens avec deux objectifs. Redonner du pouvoir d'achat aux Niçoises et aux Niçois et rendre de la compétitivité aux entreprises. Parce que la fiscalité, elle pèse aussi sur l'attractivité d'un territoire. Pour les entreprises qui sont là et qui voient des dépenses à leur charge que n'ont pas leurs concurrents dans d'autres territoires. Et puis, vous savez, quand on veut attirer des entreprises, et c'est mon objectif, on a moins d'emplois à Nice que dans toutes les autres grandes villes. C'est l'Institut Montaigne qui l'a dit. 400 et quelques emplois pour 1000 habitants à Nice, 600 à Toulouse, par exemple. La moyenne des 12 plus grandes villes de France est 600. Donc, pour qu'il y ait plus d'emplois à Nice, c'est mon objectif, il faut qu'il y ait plus d'entreprises. C'est pas la fonction publique qui crée les emplois, ce sont les entreprises. Et pour qu'une entreprise, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise vient s'installer dans un territoire ? Il y a notamment au premier rang des déterminants de choix d'implantation, il y a la fiscalité. Et aujourd'hui, la fiscalité locale, elle est trop lourde du fait de la mauvaise gestion de M. Estrosi. Justement, sur l'emploi, Christian Estrosi a donné un argument cette semaine en disant, voilà, j'ai de nombreuses grandes écoles qui veulent venir à Nice, qui vont créer des emplois. Elles vont se désister si Éric Ciotti est maire de Nice. Tout ça est ridicule. Là. Monsieur Estrosi semble pris d'un vent de panique. On le voit faire le clown un peu partout. Bon, c'est pas très sérieux, courir après la gauche, renier ce qu'il a dit hier, ce qu'il a fait hier, cette quête effrénée des voix au détriment des convictions est un peu ridicule. Donc l'économie de la ville ne sera pas en danger. Arrêtons avec les fake news. Voilà, nous aurons des personnes qui viennent du monde de l'entreprise, comme Pierre Hippolito qui sera adjoint aux entreprises. Nous aurons Jean-Pierre River qui jouera un rôle important à mes côtés dans la prochaine municipalité, qui ont la confiance du monde économique. Nous aurons des bons gestionnaires. Donc, ce discours, il est pas sérieux. Il est pas sérieux. On va parler de logement à présent, Monsieur Ciotti, avec ces questions du Club de la presse des Alpes-Maritimes et cette question de Paul Barelli qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui suit encore avec attention la campagne des élections municipales, ex-correspondant du Monde dans les Alpes-Maritimes. Le dossier du logement est préoccupant, dit-il. Comment vivre aujourd'hui dans la deuxième ville la plus chère de France alors que le taux de pauvreté à Nice s'élève à 21%? D'abord, permettez-moi de saluer Paul Barelli, pour lequel j'ai beaucoup de respect, grand journaliste. C'est une question en effet essentielle. Le logement fait partie des éléments premiers d'une bonne qualité de vie. Une bonne qualité de vie, c'est des places de crèche pour ses enfants, une école bien entretenue, climatisée, c'est des établissements pour nos aînés. C'est des établissements de santé de qualité, c'est naturellement, ce sont les transports, la circulation et naturellement le logement, peut-être au premier rang de ces paramètres. Nous manquons de logement notamment pour ceux qui travaillent à Nice. Donc nous aurons un plan très précis. Si je suis élu, nous vendrons dans les premiers mois de mon mandat tout le parc HLM à l'extérieur de la ville de Nice. Et je vois d'ailleurs, ça me permet c'est environ 7000 logements. Donc j'ai vu que M. Estrosi, dans sa profession de foi, c'est un mensonge éhonté, dit que je vais mettre 7000 personnes à la rue. Non, nous vendrons à l'extérieur de la métropole, et encore moins à Nice, les logements sociaux de Côte d'Azur Habitat à d'autres bailleurs à d'autres bailleurs sociaux.
Ou éventuellement aux locataires, accession à la propriété. Ou éventuellement aux locataires en accession à la propriété, mais de façon plus simple et plus rapide. Voilà, à Cannes, par exemple, le Côte d'Azur Habitat a plusieurs centaines de logements sociaux. J'en ai déjà parlé à mon ami David Lisnard, nous les vendrons à l'office HLM de Cannes. Idem pour Menton, ou pour Antibes, ou pour Grasse. Donc, nous espérons tirer de la vente de ces 7000 logements environ entre 400 et 500 millions d'euros. Ces 500 millions d'euros seront réinjectés dans Côte d'Azur Habitat avec 2 fléchages précis. Un, la rénovation des logements insalubres qui ont été laissés à l'abandon par messieurs Boré et Estrosi. Il y a des Niçois qui vivent dans la précarité dans des bâtiments de Côte d'Azur Habitat. C'est indigne, c'est ignoble, quelquefois des mois sans ascenseur, de la moisissure. J'ai visité beaucoup d'appartements insalubres à Las Planas, à Saint-Roch, à Bon Voyage, au Moulin, à l'Ariane. Et deuxième objectif, nous profiterons de cette ressource pour bâtir des logements pour actifs. Donc nous rénoverons, nous construirons plus de logements. Ensuite, au-delà de cette première mesure, je veux m'appuyer sur les promoteurs, sur les acteurs privés, pour qu'ils construisent plus. On peut construire Aujourd'hui, plus. On construit moins selon les associations qui sont en charge du logement, qui nous disent c'est difficile. On n'a jamais aussi peu construit. Jamais aussi peu construit. Parce qu'il y a peut-être en nombre et en qualité. Quand j'étais il y a quelques instants dans la plaine du Var, ce qu'a fait M. Estrosi est une horreur. C'est une architecture totalement débridée, il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune vie commerciale, aucun immeuble n'est à la même hauteur. Enfin bref, quand on pense qu'on est la ville du Consiglio d'Ornato, qui avait ce grand schéma d'aménagement urbanistique, là, c'est le désaménagement, enfin c'est la désorganisation. On a désintégré une ville nouvelle. Donc c'est ce que nous voulons faire demain, avec beaucoup plus de cohérence. Aller au maximum des prescriptions que nous donne le plan local d'urbanisme, construire plus, mais construire mieux au service des Niçoises et des Niçois, avec un véritable dialogue retrouvé avec ceux dont le métier est de construire et qui aujourd'hui ne sont ni écoutés ni entendus. Je veux rappeler quand même que sur les logements sociaux, en France, 70% des logements sociaux sont construits par des acteurs privés et pas public. Donc il faudra recréer ce dialogue, ce lien qui a été abandonné avec les acteurs économiques de la construction et du logement. Sur le logement, dernière question, elle concerne les logements de type Airbnb, les logements touristiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a trop ? Je pense que tout le monde est d'accord pour donner la réponse à cette question. Est-ce qu'il y a peut-être aussi trop de touristes à Nice ? Dans la vie, tout est une question d'équilibre. Voilà, quand on est sur le tourisme, c'est le principal moteur de notre économie, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas, et donc il ne faut pas le fragiliser. Néanmoins, on a basculé dans un autre type de tourisme avec la fermeture, la destruction totalement ahurissante d'Acropolis. Acropolis, c'était un moteur économique hors saison, pour le tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires, on sait que c'est un tourisme qui rapporte beaucoup, qui est un catalyseur d'activité économique, qui est un moteur d'initiative. Le touriste d'affaires, le congressiste, il a un taux moyen de dépenses 3-4 fois supérieur au touriste classique. Donc là, on est passé du tourisme d'affaires. On n'a plus de tourisme d'affaires à Nice puisqu'on n'a plus aucune salle et c'est sûrement pas le hangar Amazon sur le port qui pourra s'y substituer à un tourisme de masse. Donc moi je souhaite réarmer le tourisme d'affaires, lui redonner sa place et en effet veiller à ce que notre tourisme soit toujours qualitatif et qu'on sombre pas dans un tourisme de masse qui serait néfaste aujourd'hui à la vie quotidienne des Niçoises et des Niçois. On va parler de transport à présent et dans votre programme, vous avez donné beaucoup de place aussi
à la voiture avec l'instauration de 2 heures de stationnement gratuit sur voirie, la création de plusieurs milliers de places de stationnement aussi et l'extension notamment de la gratuité du stationnement pour les soignants à domicile. Ça, c'est ce que vous prévoyez. Également, on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai qu'on est nombreux à se déplacer avec ce mode de transport. Le 2 roues, 8000 places de stationnement de 2 roues supplémentaires à Nice. On les installe où ? On va trouver naturellement les espaces nécessaires. C'est un peu du donnant-donnant. Plus d'espaces de stationnement pour les 2 roues et moins de stationnement anarchique des 2 roues sur les trottoirs. Voilà, donc c'est pas, on aura 8000 places au global, hein, donc on va créer plusieurs milliers de places. On ne va pas créer 8000 places. Aujourd'hui, je crois qu'on a 5000 places. On veut en créer 3000 supplémentaires. C'est très ambitieux dans tout le mandat, comme je veux créer 2000 places de stationnement pour les automobiles. Donc au total, 5000 places de stationnement en plus. Je note aussi, et ça fait partie de ma politique en faveur du commerce, du petit commerce, que nous mettrons la 2e heure de stationnement gratuite, comme le fait David Lisnard à Cannes, et ça marche très bien. Et on a à Cannes, et souvent c'est un modèle dont je veux m'inspirer, une ville qui fonctionne bien, une ville où il y a encore des commerces, une ville où il y a du tourisme d'affaires, il y a des congrès, il y a du pouvoir d'achat, il y a du stationnement. On n'a pas fait une politique artificielle d'interdiction, de blocage de l'accès de la voiture dans la ville. Voilà, donc tout est toujours, je le redis, j'y reviens, mais on est dans une exigence d'équilibre entre des modes de circulation plus doux, que je soutiendrai, et le fait de faire comme Madame Hidalgo l'a fait, rendre la voiture, l'utilisation de la voiture impossible à Nice. Vous parlez justement de l'arrêt de la frénésie des contraventions. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que la société privée, c'est fini ? Moi, je ferai un audit. J'ai l'impression que les Niçois sont pris pour des vaches à lait. Des fois, certains me portent témoignage du fait que juste quand ils vont dans l'horodateur, il y a un PV. Voilà. Donc on dépasse de quelques secondes, c'est la sanction qui tombe de façon sans aucun discernement. Voilà. Je pense qu'il faut un peu de tolérance, quelques minutes. En tout cas, c'est ce que nous proposons, que nous élargissons aussi les horaires de stationnement qui sont gratuits. Voilà. Pour les résidents notamment. Notamment. 19h au lieu de 20h. Absolument, c'est ce que nous portons dans le projet. Vous parlez aussi de la relance du vélo bleu en parlant de mobilité douce. Pourquoi vouloir étudier cette relance-là ? Les opérateurs d'aujourd'hui sont trop anarchiques ? En tout cas, je trouvais que le système précédent était plus favorable et permettait et facilitait beaucoup plus les mobilités en vélo, ce qui est un objectif que l'on peut poursuivre. Et ce système, il a été arrêté. Celui qui est en place aujourd'hui, avec beaucoup de vélos qui traînent un peu partout, est beaucoup plus anarchique. Brian Masson a été élu maire de Cagnes-sur-Mer. Cela veut dire que l'avenir de la ligne de tramway va changer, Éric Ciotti ? C'est un dialogue qu'on aura avec Brian Masson. D'abord, je me réjouis qu'il ait été élu. C'est un ami, je l'ai soutenu. Il met un terme, à une forme de vassalisation de Cagnes-sur-Mer par M. Estrosi. M. Nègre n'a pas défendu les Canois, il a défendu M. Estrosi et ses dérives. Et il en a payé le prix. Et j'espère qu'il y aura la même sanction à Saint-Laurent-du-Var pour M. Ségura. Nous nous sommes déjà parlé avec Brian Masson. Nous travaillerons ensemble au sein de la métropole et nous définirons ensemble, avec le conseil métropolitain, la meilleure solution pour que cette ligne permette, qu'il y ait en tout cas cette ligne ou un autre mode de transport, permette de mieux desservir Cagnes. Mais cela relèvera du choix des Canoises et des Canois. Voilà, je serai un président de la métropole qui n'imposera rien aux maires. Voilà, les maires ont trop subi le poids alourdissant d'un système qui reposait sur les pressions et la menace.
Voilà, un maire dans une intercommunalité, il doit être libre. Pour moi, il doit rester maître dans sa commune. Et c'est cet état d'esprit que je veux avoir avec les maires de la métropole. Dernière partie de cet entretien avec Éric Ciotti sur RCF Nice Côte d'Azur et avec le Club de la Presse Méditerranée. On va parler de culture pour terminer cet entretien. Alors on a beaucoup parlé du théâtre, notamment à la Gare du Sud. Justement, est-ce que vous avez eu déjà des liens avec des architectes, avec des professionnels du bâtiment qui vous ont dit que c'était possible? Parce que Absolument. visiblement, Oui. Ça n'a pas l'air d'être le cas selon l'opposition. Oui, selon M. Estrosi et l'épouse de son colistier, Mme Holz. Voilà. Moi, j'ai eu un contact récent avec un ancien architecte des Bâtiments de France qui a étudié le dossier. Il y a un dossier d'ailleurs, je vais le récupérer dès lundi prochain, j'espère, dans les archives, et qui prévoit et qui dit que c'est absolument possible. Voilà, nous aurons une salle qui sera peut-être pas une salle de plus de 1000 places, mais nous le ferons et nous ferons cette salle. Voilà. Donc, vous savez, on est dans la campagne malheureusement des fake news. Quand je lis la profession de foi de M. Estrosi, je dirais qu'elle est honteuse de la part d'un maire sortant. En être résumé à multiplier les contre-vérités. Cette profession de foi, elle multiplie des chiffres, mais qui sont systématiquement faux, qui sont des contre-vérités. Donc cette campagne, elle a été faite. Et d'ailleurs, vous savez, les Niçoises et les Niçois sont guidés par le bon sens. Et je crois l'énorme sanction qu'a reçue M. Estrosi au premier tour montre que les Niçois ne sont pas dupes de ces tergiversations, de ces contre-vérités, de ces pratiques. Mais là, on continue. Voilà, donc le théâtre, comme d'autres sujets, font partie de contre-vérités. Qui dit que c'est pas possible? M. Estrosi. Qui est l'expert de M. Estrosi? Mme Holz. Qui est le mari de Mme Holz? M. Holz, qui est sur la liste de M. Estrosi. Lorsque je suivais des cours de mathématiques dans ma lointaine jeunesse, on disait CQFD. Vous souhaitez également lancer un plan de réhabilitation des musées et des édifices religieux. On est sur RCF, Radio Chrétienne Francophone. Forcément, cela a aiguisé mon appétit sur le sujet. Quels édifices religieux seront rénovés à Nice? Est-ce qu'il y en a besoin aujourd'hui? On sait que, par exemple, pour l'instant, le projet qui est en cours par la mairie, c'est celui de tout miser sur sur Cimiez, où actuellement l'église a besoin de rénovation, au monastère de Cimiez, pardon. Est-ce que d'autres lieux seront ciblés? Je pense en particulier à l'église Saint-Roch. L'état de l'église Saint-Roch, l'intérieur de l'église Saint-Roch est catastrophique. On voit que la rénovation extérieure de l'église du Port a très mal vieilli. Donc, j'ai toujours, dans l'exercice des mandats qui ont été les miens ou qui sont les miens, hier comme président du département ou comme député à l'époque, on avait ce qu'on appelait la réserve parlementaire. Et j'avais consacré l'essentiel de ma réserve parlementaire à aider à la rénovation de notre patrimoine religieux du cœur de ville. Dans ce cadre, nous avions accompagné, c'est des crédits du ministère, mais qui étaient décidés par le député. Nous avions accompagné la rénovation de la chapelle des Pénitents Rouges, du Saint-Suaire, sur le cours Saléa. Toujours sur le cours Saléa, nous avions accompagné la rénovation de la chapelle des Pénitents Noirs. Le département a financé la rénovation de la façade de notre cathédrale. Nous avons financé également pour près de plus d'1 million d'euros de crédit la rénovation de la chapelle des Pénitents Bleus, place Garibaldi. J'avais aidé à la rénovation de l'église Saint-Joseph, de la chapelle Sainte-Croix dans le Vieux-Nice. Voilà quelques-uns des exemples, mais aussi de l'église protestante, de la synagogue. Donc, dans ce patrimoine, le patrimoine, c'est notre histoire, ce sont nos racines, c'est notre âme. Et il faut que notre patrimoine, de façon générale, et dans ce patrimoine historique, il y a beaucoup d'édifices religieux, témoins de la civilisation dont nous sommes les héritiers, et il faut que ces lieux de mémoire, de spiritualité, mais aussi ces lieux de culture, soient protégés, préservés, et lorsqu'ils sont en péril, rénovés.
Éric Ciotti, dernière question de cet entretien. En décembre dernier, chacun des candidats qui étaient alors présentés pour la mairie de Nice avait fait le choix de venir signer une charte du club de la presse. Parce que nous, journalistes, nous sentions que cette campagne allait être tendue. Ça a été le cas. Quel regard aujourd'hui vous portez justement sur cette campagne des élections municipales? Encore, Bruno Retailleau, il y a peu, ce matin, disait que c'était une campagne qui avait été délétère. Je crois qu'il attribuait cette caractéristique au maire sortant, puisqu'il lui a retiré son soutien. Il a expliqué qu'il ne soutenait pas M. Estrosi du fait de la campagne délétère. Donc, j'ose imaginer que c'est sa campagne. Et il a raison. Parce que moi, j'ai signé cette charte des 2 mains. Je crois l'avoir scrupuleusement respectée. Mais je le disais à l'instant, on a eu de la part du système actuel qui a peur, qui tremble, qui est fissuré, qui est en train même de s'effondrer entre les 2 tours de façon un peu grotesque. On voit quand même les contorsions de M. Estrosi. Il les multiplie tous les jours. Je suis triste qu'il ait donné cette image parce que quand on est maire sortant, on n'a pas ce comportement. Il a attaqué systématiquement, de façon personnelle, la plupart de mes colistiers. Encore la semaine dernière, devant sa permanence, il a attaqué dans des termes diffamatoires. Elle a d'ailleurs déposé plainte. La préfète Françoise Souliman. Il a attaqué Jean-Pierre River. Il a attaqué Pierre Hippolito. Je parle des gens qui sont pas des élus et qui sont venus s'engager pour le bien commun et le service de l'intérêt général. Rien ne les y obligeait. Et ce sont des gens éminemment respectables. Moi, je n'attaque pas les colistiers de M. Estrosi. Et je crois qu'il a franchi une ligne rouge et que là, il y a panique à bord. Et donc, la panique, elle trouve comme réponse l'insulte et la caricature. Mais c'est jamais très bon en démocratie. Nous sommes sereins. Moi, je fais une campagne positive. Je n'ai agressé personne. Lorsqu'il y a des contre-vérités, je les dénonce. Lorsqu'il y a des scandales, je les dénonce. Lorsqu'il y a des manipulations honteuses, la justice s'en charge. Voilà, on est face à cette situation. Maintenant, on est au bout. C'est au Niçois de décider. Je leur fais confiance. Merci beaucoup, Éric Ciotti, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.